Nous sommes de retour avec nos invités. Kofi Nayote Kondo, il est juriste et analyste politique, et Constant Lemou, analyste politique. On parlait de la Côte d'Ivoire et de cette lettre envoyée par l'ancien président Henri Konan Bédié au président actuel Alassane Dramane Ouattara. Le retour, c'est la libération de 78 détenus politiques. Constant Lemou, quel impact ces libérations peuvent avoir sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Je pense que la libération de 118 détenus politiques donne d'abord une sorte de décrispation de la vie politique. Ces militants qui recouvrent leur liberté pourront participer à la vie de leur organisation politique. Et ça, c'est évident. Ça va réchauffer un peu, de façon positive, bien sûr, le débat politique, les activités politiques. C'est vrai, ça fera un peu peur aux gouvernants, parce que la détention des militants et même du leader a un peu décapité les organisations politiques, surtout le FPI. Aujourd'hui, le FPI retrouve progressivement ses forces. Je suis sûr que Gbagbo est en train de penser à une réorganisation, à une rencontre de restructuration, de réorganisation du parti. Et la libération de ces détenus vient à point nommé. Sauf que 10 ans d'absence sur la scène politique, ça pèse. Ça pèse beaucoup. Ce n'est pas évident que le parti retrouve ses forces de 2010. Surtout qu'il y a des scissions. Il y a Afin Guessan qui tente de s'affirmer comme membre fondateur ou président légal du FPI. Je pense que le retour de Gbagbo va l'apaiser un peu dans ses ardeurs. S'il est honnête, s'il n'a pas fini par monnayer sa présidence du FPI. Pour le moment, on ne voit pas des actions du président Gbagbo à son endroit. Et c'est ce qui l'irrite. Mais c'est à lui d'avancer vers son président. Mais s'il ne le fait pas, le président Gbagbo, lui, il est peut-être à la hauteur, à un certain niveau de tout cela. Le président Gbagbo est là pour tout le monde. C'est le président naturel, c'est le leader naturel du FPI. Si son absence a créé des velléités, aujourd'hui il est là, quel que soit le morceau que chacun détient, tout le monde doit revenir à la maison et discuter avec le leader et voir comment réorganiser, restructurer le parti pour le relancer. C'est très important. Ceux qui sont sortis de prison, ils seraient en liberté, qu'ils auraient leur mot à dire, qu'ils auraient des attitudes à adopter, soit avec Afin Guessan ou bien avec l'autre côté du FPI. Mais ce qui est sûr, le leader naturel est là. On ne se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Afin Guessan doit revenir, rendre compte de sa gestion du parti, puisqu'il se dit il est le président légal pendant l'absence de Laurent Gbagbo. Il doit revenir, rendre compte à Laurent Gbagbo, et ensemble, ils verront quelle nouvelle orientation il faut donner au parti, comment le réorganiser. On lui dira merci d'avoir maintenu la vie du parti, même s'ils n'ont rien gagné depuis là. Ils n'ont pratiquement rien gagné, ni aux législatives, ni au local, pratiquement rien. Mais il a maintenu, on lui doit la reconnaissance d'avoir maintenu le parti en vie. D'accord? Mais c'est aujourd'hui qu'il faut relancer ce parti et le réorganiser. Du côté du pouvoir, ce qui est sur la force de l'argent a pu asseoir véritablement la RHDP. Oui, le RHDP. Ça, c'est incontestable. C'est incontestable. La puissance de l'argent a joué
le parti est assis pratiquement dans tout le pays, hein, même dans les zones considérées comme les fiefs de l'opposition, le parti est là, même en minorité. Ce parti a toute son importance dans ces zones. Ce qui est sûr, les débats seront relancés. Les débats seront relancés. N'oublions pas, au-delà des intérêts pécuniaires, la conviction personnelle. Au sein du RHDP, je parie qu'il y a beaucoup qui ont la vision qui s'apparente à celle de Laurent Gbagbo. Et je suis sûr qu'ils finiront par collaborer, même s'il ne faut pas se retrouver... Pourquoi pas dans le cas inverse aussi? C'est possible. Dans le cas inverse, je doute. Si on n'est pas convaincu pendant qu'on a la gestion du pays en main, ce n'est pas lorsque on est dans l'opposition qu'on va aller vite. Pendant que les militants du FPI étaient en difficulté, ils n'ont pas rejoint le RHDP. Ils auraient pu le faire pour gagner des avantages. Ils ne l'ont pas fait. Il y a certains qui sont partis à Al-Sir Didier, à l'OIGN, avec le FPI Concorde. Minoritaire, bien sûr. Minoritaire. On parle de 3% environ. Voilà. Donc, je suis sûr que ceux qui auront compris la vision de Gbagbo, ceux qui auront compris que l'absence de la vision de Gbagbo a traîné la Côte d'Ivoire dans la boue, eh bien, s'ils aiment leur pays, la Côte d'Ivoire, ils veulent la paix, ils doivent ensemble orienter le développement sans influence extérieure, sans que vraiment l'extérieur décide à la place des Ivoiriens. Je suis sûr qu'au sein du RHDP, beaucoup subissent parce qu'ils n'ont pas la force de réagir. Mais le retour de Gbagbo est une opportunité. Gbagbo n'a plus rien à perdre. Tout s'est passé pour le noyer, mais c'est la Côte d'Ivoire qui a été noyée. Gbagbo est sorti tête haute. Et, mon co-débatteur parlait peut-être d'une possibilité de rapprochement pour des raisons personnelles de Laurent Gbagbo. Avec Ouattara, c'est improbable. Ce sera improbable que Gbagbo trouve des raisons de se rapprocher de Ouattara pour des raisons de partage de pouvoir. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'est même pas dans la logique d'une cohabitation. Ce n'est pas possible. Ouattara va gérer son mandat jusqu'à la fin, mais qu'il profite du temps qui lui reste pour conduire la Côte d'Ivoire dans la réconciliation véritable et que les véritables jeux électoraux puissent se dérouler en 2025. En 2025. C'est le plus important. Je ne vois pas et c'est impensable que Laurent Gbagbo s'inscrive dans un sens de participer au gouvernement ou pour quelque raison que ce soit. Non. C'est mal connaître Laurent Gbagbo. Et on attend, puisqu'on parle plus du président Laurent Gbagbo, Constant Lemou a pris le temps de le faire, on attend également que le président Laurent Gbagbo puisse véritablement agir dans son parti, le Front populaire ivoirien. On a parlé de Afi N'Guessan, mais Kondo, on n'a pas souligné l'aspect de son ex-femme, Simone Gbagbo, qui pèse également dans le Front populaire ivoirien. Non, je voudrais souligner ceci d'abord avant de répondre sur votre question. Peut-être le dire que j'ai donné l'impression que Gbagbo ferait une quelconque alliance avec Ouattara. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Alliance pour la paix. Alliance pour la paix. Les alliances pour la paix. Comme ils ont commencé. Comme ils ont commencé, c'est possible parce que chacun porte le pays dans son cœur et chacun voulait que ça marche. Oui, ils peuvent faire les alliances pour sauver la paix et avancer. Mais des alliances contre nature, rien que pour la politique, non. Là, ce serait méconnaître Gbagbo, comme vous le dites. Mais je crois qu'à l'état actuel, Gbagbo est en train de jouer avec sa casquette d'ancien président. Il ne joue pas encore avec sa casquette de président de FPI.
il joue avec la casquette d'ancien président et il veut jouer toutes ces cartes-là pour pouvoir assainir les choses avant de voir. Parce qu'il sait tout ce qui s'est passé pendant les 10 ans d'absence. Et donc, si le pays ne peut pas quand même tenir le bout, il va jouer avec sa casquette d'ancien président et assainir les choses et puis se reposer, puisqu'il est aujourd'hui vieux, presque vieux aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on lui pose des questions, non, l'âge aussi est avancé. Ouais, 76 ans. 76 ans. C'est le petit frère du président Alassane Ouattara, 79 ans. Donc, si aujourd'hui on lui pose la question sur sa femme Simone Gbagbo, Gbagbo esquive. Parce que pour le moment, ce n'est pas l'objet du débat. Donc, tout ce qui concerne sa famille politique, tout ce qui concerne sa famille biologique, sa famille et sa vie de couple, Gbagbo ne se prononce pas encore. Gbagbo veut régler les problèmes qui le concernent en tant qu'ancien président. Il vient avec ce qu'il a amené à la Cour pénale internationale. Il revient, il veut régler ça d'abord. Et au pas à pas, il verrait s'il est possible de choisir quelqu'un pour le pays ou bien si c'est lui-même qui doit être à la prochaine élection. Donc, à partir de ça, il va travailler avec le pays, etc. Et ça lui permettra de prendre langue avec les autres mouvements pour voir ce qui est fait. C'est en ce moment que Gbagbo songerait peut-être à discuter avec Afin Guessa, voir ce qui est fait, etc. Sinon, il a un agenda bien précis et donc chaque agenda avec les périodes sur lesquelles il est en train d'avancer. Voilà un peu la lecture que j'ai du schéma que Gbagbo est en train d'afficher comme une personne rusée en politique. Allez, avec votre permission, on passe donc au Togo avec les langues. Si vous permettez, je place juste un mot sur la question du foyer. La famille conjugale, le foyer conjugal de Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai, Simone Gbagbo pèse lourd dans la politique du parti, ça c'est clair. Mais alors, je me dis, au-delà du fait qu'ils sont des hommes, les deux sont des hommes politiques. Laurent Gbagbo, son foyer est vite vu, oui. Mais je trouve que le divorce enclenché par Laurent Gbagbo avec Simone Gbagbo n'est pas un fait politique. Donc ce n'est pas un divorce politique. Ce n'est pas un divorce politique. Mais on sait que quand les femmes sont irritées, tout peut arriver, M. Constant Lemou. Justement, quand elle est irritée, et cela a une répercussion sur son charisme politique, eh bien, elle réussira à s'éclabousser elle-même. Leur mariage n'est pas contracté ou le FPI n'est pas né de leur mariage conjugal. C'est à elle plutôt de faire attention de sorte qu'elle ne soit pas déséquilibrée politiquement par le divorce enclenché par... Les raisons du divorce ne sont pas des raisons politiques. Elle devrait s'en attendre. Elle devrait s'en attendre parce que là, on se marie pour le foyer, mais on se retrouve politiquement, on s'engage politiquement pour d'autres raisons au plan national. Donc, beaucoup ont pensé que ce divorce devrait être une faiblesse pour Gbagbo ou une faiblesse pour le FPI. Attention, Simone Gbagbo devrait vraiment... En tout cas, ce n'est pas elle qui pense cela, mais j'espère qu'elle gardera la tête haute. Elle va surpasser les questions de clivage du foyer conjugal pour maintenir sa personnalité politique. Pourquoi, après le divorce, Simone Gbagbo, pour le moment, puisqu'elle garde le nom, Simone Gbagbo, ne serait-elle pas candidate au présidentiel au nom du parti FPI, avec le soutien de Laurent Gbagbo? Pourquoi pas? C'est possible. C'est bien possible. Oui. C'est une question de discussion interne au parti. Tout est stratégie interne à eux. Tout est stratégie interne au couple. En tout cas, je ne trouve pas que, oui, le divorce au niveau vie conjugale soit inaperçu sur le plan politique, mais ce divorce n'est pas un fait politique. Et les deux doivent surpasser ce que ça peut créer comme mécontentement et garder la tête haute du point de vue politique, parce que leur adversaire politique, ce ne sont pas les deux. Gbagbo n'est pas adversaire politique de Simone.
Et inversement, Ouais. leur adversaire politique, ce sont les autres parties concurrentes pour la conquête du pouvoir. Et surtout le pouvoir en place. On passe donc sans transition au Togo, ouvert le 19 janvier 2021. Les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques sont clôturés depuis le 13 juillet dernier. Une sorte de secret défense entourait les conclusions, notamment la quintessence des propositions. Le Conseil des ministres du lundi 26 juillet dernier non plus n'a levé le voile là-dessus. Alors, Kofi Nayote Kondo, on dit que les langues se délient sur les conclusions de la Sénat. Vous êtes, ça je ne l'ai pas dit, vous êtes aussi politique. Dites-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous avez entendu? Non, vous savez, vous l'aviez dit, les choses, parce que ce qui semble des rumeurs, je n'aime pas revenir là-dessus. Donc, si au nom de la République, nous avions convoqué des assises et qu'à terme, nous sommes arrivés au bout des travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer avec le peuple les résultats de vos assises. Il ne faut pas faire de secret de polichinelle tout ce que vous avez discuté, puisque ces assises, si ça a engagé des dépenses, des frais, notamment c'est l'argent du peuple que vous avez utilisé. Il ne faut pas laisser le peuple dans le flou. Les acteurs politiques doivent savoir comment travailler avec une essence de communication, avec leur base. La base, c'est le parti d'abord et le peuple en tant qu'entité pour laquelle chacun se bat d'une manière ou d'une autre. Si jusqu'à aujourd'hui, les vraies conclusions, je ne vais pas revenir dessus parce que ça n'a pas été annoncé. Je n'ai pas participé aux travaux. Oui. Et si vous allez... oui. Donc, je ne voudrais pas me prononcer. J'attends jusqu'à ce qu'on sorte officiellement les notes sur ces assises et à partir de ça, nous allons réagir. Si ça concerne fondamentalement les élections régionales en perspective, etc., je crois quand même que la loi là, si ce qui doit être modifié, on va le modifier. Ce qui doit être amélioré, on améliore. Mais on sait que fondamentalement, le bas blesse toujours au niveau du fichier électoral où nous avons tous les éléments possible pour pouvoir actualiser en temps utile notre fichier électoral. Aujourd'hui, les jeunes viennent de passer les examens. On peut déjà imaginer la proportion des jeunes qui ont l'âge de 18 ans qui peuvent déjà détenir la carte d'électeur. Et on va voir avec les fichiers là pour pouvoir appeler les jeunes, voir dans quelle mesure on peut décerner la carte à ces jeunes. Ça nous éviterait d'aller d'une manière hâtive faire des recensements en 2 semaines ou bien moins de 2 semaines ou qui va créer encore des problèmes où certains diront qu'ils ont été mis à l'écart, leurs partisans n'ont pas participé au processus de recensement, consort, etc. Je crois quand même que le Togo doit tirer leçon de son passé pour mieux faire les choses. Et les acteurs politiques, si vraiment ils sont des politiciens, ils veulent l'avenir du pays, ils doivent insuffler une nouvelle dynamique de la manière d'aborder les questions nationales. Monsieur Constant Lemou, il n'y a rien de surprenant. On sait déjà l'atmosphère dans laquelle les travaux se sont déroulés, le méli-mélo total, tant au niveau communicationnel, même au niveau des partis politiques, ce méli-mélo qui a entouré les travaux. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? On le savait. Les partis politiques parlent, monsieur Constant Lemou. Les partis politiques se sont entendus pour mener cette concertation dans un format. Et tous ont respecté ce format jusqu'à la fin. Même si, peu avant la clôture de la concertation, un parti politique a choisi, l'ANC notamment, a choisi de faire semblant de se désolidariser des conclusions. Les sorties médiatiques de ce parti ne sont jamais revenues sur le contenu des conclusions qu'il avait déjà. L'ANC, notamment le leader Jean-Pierre Fabre, avait toutes les conclusions, la cinquantaine, avec lui. Mais lors de ces points de presse, n'a jamais allé à sortir ces conclusions-là. Il a juste reproché ou regretté
que toutes ces propositions n'aient pas été prises en compte. C'est tout ce qu'il a dit. Toutes ces propositions, bon, les propositions qu'il a eues à Je veux faire, dire, certaines de ces propositions voilà. n'ont pas été prises en compte. Il aurait souhaité que tout ce qu'il a proposé soit pris en compte, mais la concertation n'a pas pris en compte toutes les propositions. Mais là, il n'est pas le seul leader dont les propositions ne sont pas entièrement retenues dans les conclusions. Quand on va à la négociation, à la concertation, c'est qu'on va avec des propositions et l'intérêt général retient ce qui arrange l'ensemble et non les individus. Mais le leader de l'ANC était dans son rôle et dans la logique du parti qu'il ne faut jamais être d'accord avec le parti au pouvoir. S'il ne s'était pas retiré peu avant la fin des travaux, eh bien, il serait en porte-à-faux par rapport à la règle de conduite qui consiste à ne jamais être d'accord avec le parti au pouvoir. Sauf que ce n'est pas l'ANC seul, il y avait aussi le CAR. Le CAR et un certain nombre de partis avaient quitté plus tôt Ça, on peut le comprendre. cadre. On peut comprendre. Parce que ces partis n'étaient pas d'accord. N'étaient pas d'accord avec, disons, avec la base de cette discussion-là. Ils n'ont pas participé. Ils ont quitté dès que les bases qu'ils attendaient n'ont pas été retenues, respectées. Ils ont quitté. Ils n'ont pas participé. Mais Jean-Pierre Fabre a participé de bout en bout et il a joué son rôle à la veille de la conclusion, du moins de la clôture, lorsque toutes les conclusions avaient été remises à chaque participant. Voilà. Maintenant, le contenu de ces conclusions. La proposition. C'est vrai, nous voyons des publications. Est-ce que c'est vraiment les formules adoptées? Et c'est ça qui, Personne ne nous inquiète. saurait le dire. Personne ne saurait le dire. Le schéma est que les discussions se font, les conclusions seront transmises au gouvernement. Le gouvernement travaille sur ces conclusions et elles seront transmises à l'Assemblée nationale pour le nécessaire à faire. Jusque-là, le citoyen lambda, moins encore les journalistes, ne sont au courant véritablement de la mouture actuelle déposée sur le bureau ou du moins au secrétariat général du gouvernement. Alors, comme le dit M. Kondo, il n'y a rien de concret. Il y a pas, on ne connaît pas le contenu pour pouvoir en faire toute une histoire. Les publications qui sont faites par-ci, par-là, donnent une idée de la chose. Mais personne ne peut commenter avec certitude ce contenu-là. Personne. Et c'est mieux plutôt de se réserver par rapport à ces contenus au risque d'induire les auditeurs, l'audience de New World TV par exemple, si nous nous mettions à commenter un point, un format qui n'est pas encore adopté. Généralement, les partis politiques s'intéressent aux questions des élections. Mais il y a des questions plus importantes. Ce qui a alimenté le débat hier soir sur New World Info, c'était le format de la CENI. Le format. Ça, c'est une mouture. Vous aviez C'est suivi. ce que nous appelons le draft zéro. Ce draft zéro est susceptible de modification à tous les niveaux du circuit jusqu'au vote de l'Assemblée nationale. Puisqu'il faut d'abord s'assurer de sa conformité avec la loi fondamentale et avec le code, les autres articles du code électoral. Rien n'est sûr que ce qui est arrêté soit intégralement adopté. Mais il y a des questions plus importantes qui concernent la jeunesse, qui concernent la vie chère. Mais personne n'en parle. C'est juste qui va représenter, qui sera à l'Assemblée nationale, qui va siéger à la CENI. À la CENI. Même au niveau des partis politiques, c'est qui on va désigner pour représenter le parti politique, c'est toujours des querelles. C'est pourquoi je disais tantôt,
le combat ou les débats politiques sont un peu sales dans les pays francophones en général et naturellement dans notre pays. Au Togo. Ce n'est pas l'intérêt national qui guide les acteurs politiques et c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Monsieur Kondo, on a souligné, comme Monsieur Lemo l'a dit tout à l'heure, le CAR avait claqué la porte des discussions et puis l'ANC à la dernière minute. Ben, c'est vrai que ce sont des partis qui pèsent forcément au Togo, même si on sait que ces partis n'ont rien récolté, presque rien, il faut que je le souligne, lors des récentes élections présidentielles, ben, ce sont des partis ancrés au Togo. Ça pose quelques soucis. Non, il faut éviter de dire que ce sont des partis qui pèsent. Aujourd'hui, on ne peut avoir des partis. Je l'ai toujours dit sur ce plateau que nous ne pouvons parler de partis qui pèsent que lorsque, par exemple, vous allez au bureau, au siège de chaque parti, vous voyez les fichiers des militants. Des militants, le nombre de personnes. Si nous prenons la population, nous sommes à 6 millions aujourd'hui. Nous sommes à 6 millions, plus. Et donc, si on enlève les jeunes dedans, on enlève les enfants, on enlève un certain nombre de personnes, je crois que nous pouvons arriver jusqu'à 3 millions poussières. Donc, si nous avons les 3 millions poussières, ce gâteau qui est partagé entre les mouvances politiques que nous avons ici, et qu'à part de cet instant, chacun vous présente la liste, un document des gens qui détiennent sa carte, véritablement, là on peut déterminer du poids d'un parti politique. Pour le moment, tout flotte. Tout flotte et les gens confondent la popularité au populisme. Vous savez, quand vous faites des manifestations dans un pays, comme on le voit au Ghana maintenant, est-ce qu'un parti peut dire qu'à part de ce mouvement de grogne qui est là, il détient la popularité? Non. Il faut se détromper. Il faut se détromper, il faut travailler et avoir détenu de vrais militants pour son parti. Et ce n'est qu'à partir de ce instant que vous pouvez déterminer votre poids. Donc pour le moment, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. L'ANC, le CAR pèse sur la politique au Togo. Ni même le parti Unir. Parce que, je le dis, simplement parce que vous allez voir les gens, quand ils portent... j'étais allé à un funérail la fois dernière, on a mis des casquettes Unir et consorts. J'ai dit, mais rien ne dit pas que les gens me disent, ben, Unir est parti. Et je me dis, est-ce que les gens portent ça parce qu'ils ont les trucs? C'est ça qui lui est tombé sur la main. Donc, nous devons quand même avoir une réelle lecture de la chose pour aller à des négociations. Il faut que les gens reçoivent les mandats pour aller représenter les partis et agir au nom des Togolais. Vous voulez quitter les trucs. C'est votre parti. Le parti là se résume à combien de personnes? Quelle est l'instance qui est assise et qui a décidé le départ de X ou bien Y parti du cadre de discussion? Donc, ce sont des paramètres. Il ne faut pas que les journalistes, c'est vous qui faites les gens populaires. C'est vous également qui devez orienter les gens sur le bon sens de la politique afin que les gens puissent revoir leur comportement pour donner la chance au Togo d'avancer. Nous ne devons pas être dans l'erreur en prenant toujours cela comme un modèle. Il faut arrêter ça. Le Togo a tellement souffert, même de 90 jusqu'à ce jour, le Togo a payé énormément. Les derniers mouvements de 2007 jusqu'à 2019 a porté un coup de massue à l'économie togolaise. Nous ne voulons pas que cela arrive encore, mais il faut rationaliser les choses et puis nous devons poser les pas comme ça se doit. On ne doit pas avec nos vilains comportements et puis quitter pour dire qu'on veut faire un blocage, mais le Togo doit avancer. Je ne le dis pas pour arranger un parti quelconque, mais je le dis dans l'intérêt du Togo, de tous les Togolais, parce qu'il y a des sujets importants qui sont discutés certainement, je ne l'ai pas les secrets, mais si aujourd'hui, avec la crise économique que nous avons traversée, les travailleurs sont là. Quand vous lisez l'article 121 du Code du travail, pour déterminer le SMIC, on voit les éléments qu'on doit tenir compte. Et le SMIC est encore à 35 000. Et les gens vont, ils ne se prononcent pas. Je ne sais pas au nom de quoi... Ils se prononcent sur la CENI. Quelle CENI?
Ça m'étonne. Donc avançons quand même. Alors, Monsieur Constant, ce qui inquiète, c'est ça même le fond du problème au Togo, hein. La composition de la CENI et autres. Même si on le dit souvent, en RDC, on voit l'échec cuisant, parce que la latitude est donnée aux religieux de pouvoir choisir le président de la CENI. Il y a banqueroute à ce niveau également. Est-ce qu'on peut l'expérimenter également au Togo, ou bien une CENI technique pour éviter tous ces soucis? Cette question de la CENI, nous l'avions débattue en 2018, même avant les élections législatives du 20 décembre 2018. La contestation en ce moment a porté sur le cadre électoral et nous étions de ceux-là qui défendions l'adoption d'une CENI technique. Parce que les représentants politiques au sein de la CENI sont généralement plus préoccupés à défendre leur parti qu'à s'assurer que les élections se passent dans les normes. Maintenant que les politiques eux-mêmes ont accepté que la CENI soit politique, nous allons les observer. Ça a été toujours la CENI politique et les résultats sont pratiquement les mêmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a envie de changer. Est-ce qu'il faut changer et adopter une CENI technique? À mon sens, oui. Nous avons des hommes et des femmes de valeur dans notre pays qui aiment leur pays et qui peuvent rester intègres de bout en bout, conduire les élections et donner des résultats incontestables. Je ne dis pas incontestés parce que ceux qui sont de mauvaise foi vont toujours contester. Mais ils donneront des résultats incontestables. Les contestataires ne trouveront rien à reprocher au processus de bout en bout. CENI technique, oui, je suis partant. Mais CENI confessionnel, dommage. Ça non. Nous aurions pu compter sur le confessionnel, sauf que les premiers responsables, notamment Monseigneur Podjoro, qui devrait être un exemple émérite, jouer le juste, nous a déçus. Il nous a déçus par son engagement politique. Il n'est pas le seul prélat, le seul religieux. Ou bien à partir de son exemple, il y a des doutes. Il n'est pas le seul. Mais la conférence des évêques a raté à plusieurs reprises leur sortie. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire confiance aux religieux pour conduire un processus électoral. Vous parliez des partis qui pèsent. Je ne sais pas si c'est poids plume ou poids léger ou poids lourd. Parlez-moi de CAR, de l'ANC, de l'UTD, de l'UFC, comme des partis historiques. Je suis parfaitement d'accord. Dans la mouvance de démocratisation dans notre pays, ce sont les partis que nous avons connus. Ce sont des partis historiques, pas des partis qui pèsent. C'était une illusion que l'ANC nous avait donnée d'être un poids lourd de l'opposition. Il a suffi que Monseigneur Podjoro tacle Fabre et tout est tombé. Les dernières élections présidentielles l'ont clairement démontré. 4%. 4%. Ça veut dire que véritablement, l'ANC n'a pas de militants. Mais c'est des sympathisants qui choisissent de voter pour les candidats de l'ANC quand vraiment le parti tenait encore. On maintient ces 4% parce que l'ANC n'a pas contesté. Avant le 20 décembre 2018, le CAR avait 3 députés, juste les 3 députés de la préfecture de Yoto, que le MPDD a récupéré parce que le CAR n'a pas participé aux élections de 2018. Au jour d'aujourd'hui, il est 18 ou 19%
de la DMK appartiennent à quel parti? Aucun. Puisque ce n'est pas un parti politique, Aucun. la DMK même. Et rassurez-vous, le parti au pouvoir a encore puisé dedans. Vous verrez aux prochaines élections. Donc vous voulez que les 18% même, on peut... Ça flotte. Je ne veux pas. On peut voir 8%. Je ne veux pas. C'est le fait. C'est le fait. Qui peut réclamer, quel parti de la DMK peut se réclamer propriétaire de ces 18%? Parce que les élections successives ont montré que non, ce que nous appelons partis de l'opposition, ces partis ne sont que de noms. Vous avez bien fait de relever. Il faut éviter de confondre la popularité et le populisme. L'argument phare de la DMK au lendemain des élections présidentielles, c'est que avec la contestation au Togo de 2017-2018, ne peut pas permettre au parti au pouvoir de gagner les élections. Voilà. À partir de la contestation, l'alternance aura lieu. La confusion fatale qui a animé la DMK et a manqué de préparer les élections. Pendant ce temps, le parti au pouvoir faisait un travail énorme. Était dans les contrées les plus riches. Ça a surpris un peu aux élections législatives de 2018. On s'est dit, oui, l'opposition radicale n'ayant pas participé, est-ce que cette victoire est vraiment réelle? Mais elle a été confirmée aux élections locales. Aux élections locales, elle a été confirmée. Mais ce serait vraiment de la catastrophe et de l'inconstance des Togolais si le parti au pouvoir n'avait pas gagné les élections présidentielles. Comment un parti peut maîtriser l'ensemble des communes du Togo, à l'exception de 4 ou 5, et ne pas gagner les élections présidentielles? Là, ce serait de l'inconstance des Togolais, alors que les Togolais sont des gens responsables. Les électeurs togolais sont des gens responsables. Alors, je ne soutiens pas véritablement un parti. Quand je fais l'observation, c'est pour enrichir la réflexion du Togolais lambda, pour qu'il réagisse par sa propre réflexion, sa propre conscience, et laisser de se faire tromper. C'est très important. Le parti qui est aux commandes aujourd'hui, ce n'est pas évident que dans 10 ans, dans 20 ans, que ça soit le même parti. Je souhaite personnellement que de nouveaux partis émergent. J'ai regretté que la définition du format de la concertation ait écarté les jeunes partis comme Nouvelle Vision. Comme le parti il y a le NET. Il y a également le parti de Kagbara. Oui, Innocent Kagbara. Oui. Mais c'est des jeunes politiques émergents. Pourquoi ne pas les associer? Malheureusement, la définition du cadre ne l'a pas permis. Notre façon de voir, c'est de s'assurer que tous les acteurs politiques, ceux qui peuvent être écoutés par la population, soient associés à ces discussions-là, pour qu'au retour, que tous les responsables politiques défendent pratiquement la même cause nationale. Au-delà des clivages d'intérêts particuliers des partis, il faudrait que la cause nationale soit défendue par tous les responsables, parce que, qu'on le veut ou non, aujourd'hui, le parti du docteur Ton, il est assis. Il est assis. Il draine une forte jeunesse derrière. Le parti de Kagbara draine une bonne population. Le parti de Djeritama également. Mais lorsque ces hommes-là montent sur le créneau et se désolidarisent des conclusions du cadre de concertation, ça pose un peu de problème. Ça pose un peu de problème. Mais bon, c'est terminé. Le cadre de concertation est terminé. Vivement que ces conclusions soient lues, relues par ceux qui n'avaient pas participé, apportent
leur contribution, leur analyse d'amélioration à l'Assemblée nationale. Je veux parler du net et de Nouvelle Vision. Pas Nouvelle Vision. La Nouvelle Vision n'est pas à l'Assemblée nationale. Je parle d'Innocent Kagbara à l'Assemblée nationale. Ils ont la possibilité d'apporter leurs réflexions d'amélioration pour que, enfin, les hommes politiques s'entendent sur l'essentiel. Le Togo en a besoin. La jeunesse, les populations vulnérables en ont grand besoin pour que vraiment la croissance soit de mise et cette croissance soit la mieux partagée. Alors, en 1 minute, le vin est tiré, il faut le boire. Oui, je crois quand même que j'ai écouté religieusement mon collègue Constant. Mais je crois que dire qu'on ne peut plus faire confiance aujourd'hui aux hommes religieux, ça ne se résume pas seulement à l'Église catholique. Il y a d'autres confessions religieuses, la confession islamique et protestante, l'Église des Assemblées de Dieu aussi, qui constitue aujourd'hui un poids et tout ça. Mais il ne peut pas y avoir de doute sur les hommes religieux. Ça voudrait dire que le moral n'existe plus dans notre pays. C'est dire que le moral n'existe plus. Nous devons encore revoir cette partie, aller au-delà, et il faut donner la confiance à tout un chacun de participer à la vie de la population. C'est dire que tous ces hommes qui dirigent une grande partie de nos populations tous les dimanches trompent la population. Je ne voudrais pas que ça soit comme ça. Même si ce n'est pas ce que la politique. Je veux dire, ceux qui prennent la parole au nom de la communauté chrétienne, surtout catholique, ont raté. Non, moi-même, j'ai compris certaines choses. On m'avait dit des choses quand nous nous préparions pour être candidats à l'élection présidentielle de 2020. On nous a dit des choses. Nous avions trouvé ça très dégradant et humiliant venant d'un homme de Dieu, mais nous avions assumé notre histoire. Mais vous pensez qu'il faudrait aller au-delà. Merci beaucoup à vous, Kofi Nayote, analyste politique. Merci également à l'aîné Constant Lemou, analyste politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous dit également merci pour l'attention toute particulière accordée à cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.